Donc pour faire suite au film que vous avez vu et à la première table ronde, donc dans cette deuxième table ronde, c'est Shanghai en marchant, une nouvelle approche de la ville. Donc cette nouvelle approche de la ville, elle se situe vraiment dans un contexte où les questions environnementales et les questions de développement durable sont vraiment au cœur. Donc à cet égard, les villes font face à beaucoup de changements, le changement climatique, mais le changement d'utilisation des terres aussi, et puis les questions de ressources hydriques, les questions de pollution, d'eau, d'air et de sol. Donc, en fait, si l'on prend les questions qui sont relatives à l'architecture, à l'urbanisme d'une part, et aux contraintes environnementales d'autre part, ça devient des questions vraiment très complexes. L'intérêt de l'approche du séminaire auquel nous avons participé, c'est effectivement d'avoir une approche avec plusieurs regards, avec plusieurs formations. Donc ça permet une approche interdisciplinaire, une approche pluridisciplinaire, parfois l'une, parfois l'autre. En tout cas, ça permet d'approcher une certaine complexité. Et l'idée du séminaire en marchant aussi, ça apporte une dynamique qui permet de faire un lien dans le temps et dans l'espace, et ce qui nous permet d'avoir plus de vision sur les continuités. Ça a été évoqué plusieurs fois dans le film. Cette dynamique en marchant nous apporte des choses que nous n'aurions jamais dans une salle ou en étant statique dans une agence. Enfin, l'idée du séminaire en marchant, c'est vraiment une nouvelle approche qui apporte énormément d'enrichissement mutuel. Par ailleurs, comme vous l'avez vu, et comme il va se dire ensuite, ce séminaire a vraiment été co-construit à la fois par des acteurs académiques et des acteurs de la ville. Et ça permet vraiment une meilleure connaissance des outils, des pratiques, et aussi ça permet une transversalité que l'on n'a pas autrement. Donc cette approche de co-construction de ce séminaire était très riche en ce sens. Cette table ronde donc, va rendre compte bien sûr du séminaire de façon plus détaillée de ce que vous avez vu dans le film. Donc c'est en premier Rémi Ferrand qui va nous présenter d'une part l'esprit dans lequel ce séminaire a été conçu, à la fois du côté Shanghai et du côté français, en co-construction, et également, comme nous avons visité à un moment donné plusieurs quartiers de l'arrondissement de Sohui, quels sont les retours que nous avons eus des différents groupes. Donc Rémi Ferrand, qui est ingénieur et architecte, va nous rendre compte de tout cela. Il a été aussi lauréat d'une bourse d'études de la Fondation DF Diversitaire attribuée à de jeunes architectes sur un projet intitulé Shanghai Métropole agricole, la métropole asiatique comme ressource urbaine, qui est devenu le projet Shanghai. Depuis, il a travaillé dans plusieurs agences d'architecture et d'urbanisme parisiennes. Il est un des co-organisateurs de ce séminaire. Donc Rémi, à toi la parole. Bonjour à tous. Une petite présentation pour vous parler un petit peu effectivement de la matière. Donc, quel était l'objet de ce séminaire en marchant, qu'est-ce que nous nous sommes dit, et un petit peu de la philosophie générale d'approche qu'on a eue, les questions qu'on s'est posées en amont, et un petit peu l'esprit nouveau qu'on a voulu insuffler dans ce district et dans ces rencontres via une pratique qui était la marche. Alors, je voudrais avoir un point de départ un petit peu décalé comme ça, pour se dire que effectivement le prétexte c'était des rencontres diplomatiques qui ont été renouées à partir de 1964, donc c'est des relations diplomatiques, et une série de rencontres qui ont été inaugurées à partir de cette époque-là. Et je voudrais parler d'une rencontre qui n'a pas eu lieu, une rencontre de deux personnages qui ne se sont pas rencontrés historiquement, mais qui auraient eu sans doute des choses à se dire, et qui auraient pu parler ensemble de la marche. Alors ça marche pas, voilà. Effectivement, si le général de Gaulle
qui a introduit cette démarche de rapprochement diplomatique, et Mao Tse-tung s'étaient rencontrés. Ils auraient eu beaucoup de choses à se dire. Ils auraient pu parler de leur marche, leur pratique de marche et pratique de la marche à pied. Le point de départ aurait pu être, on est sur une fiction, hein, le point de départ aurait pu être de se raconter une marche révélatrice, fédératrice, une marche qui a représenté des choses très importantes pour l'histoire des deux pays, une courte et une longue, et qui effectivement qui étaient des prises de position sur un territoire, des arpentages, et qui disaient des choses des sociétés dans lesquelles elles se sont passées, et qui disaient des choses de certains de deux territoires. Alors effectivement, le parcours du général de Gaulle en août 1944, qui arrive à la gare Montparnasse, rejoint le haut des Champs-Élysées et parcourt de l'ordre de 5 km à pied en 1h30, à la vitesse de 3,2 km/h, pour prendre possession de la ville de Paris, Paris qui résume un petit peu la France à ce moment-là, qui parcourt un grand axe, qui parcourt une figure comme ça, et qui dit beaucoup de choses sur la position du pouvoir en France et sur effectivement la forme urbaine de Paris, quelque part. Et puis Mao Tse-tung, alors, qui n'a pas fait cette marche tout seul, il l'a sans doute pas fait en totalité, mais une marche un peu plus longue, 12 000 km en un an, et si on fait un petit calcul en disant qu'il marchait 10 heures par jour, on arrive à la même vitesse. Ce qui dit quoi? Ce qui dit pas grand-chose, mais qui dit que effectivement cette pratique, marcher, ça peut représenter beaucoup de choses. Et marcher, diriger, marcher et penser, marcher et prendre position, marcher et arpenter sont des choses effectivement qu'on peut avoir vertu à croiser. C'est la fin de la petite parenthèse, et c'était juste pour la vertu du décalage. Alors effectivement, l'intuition, c'était de se dire, et ça va faire écho avec des choses qui se sont dites pendant la première table ronde, on va parler de sectorisation, on va parler de métropolisation, effectivement d'une ville qu'on peut qualifier d'émiettée, de fracturée, et effectivement de problématiques urbaines de la grande échelle, et dans le Grand Paris et dans le Grand Shanghai, où effectivement effectivement, on peut faire le diagnostic partagé d'une sectorisation croissante, d'un entre-soi croissant, et effectivement d'un émiettement, d'un morcellement du territoire. Et alors l'idée, c'était de se dire qu'effectivement, la pratique de la marche à pied, on n'est pas les seuls à le penser, mais la pratique de la marche à pied a la vertu de réintroduire l'espace physique. Quand on marche, on parcourt vraiment le territoire, on n'est pas dans une lecture de polarisation, l'échelle de pratique, c'est pas les arrêts des transports en commun, ou c'est pas effectivement les lieux constitués, mais on éclate toutes ces barrières, et puis effectivement, on est dans l'espace physique, on est dans l'espace de la continuité. Alors, pour tout vous dire, les entrées sur la marche pourraient être techniques, on pourrait essayer de compter les marcheurs, c'est pas du tout ce qu'on a fait, c'était pas du tout l'ambition, mais juste on parlait des idées reçues tout à l'heure, et effectivement on a toujours tendance à capter les tendances et pas les mouvements de fond, donc on a tous cette idée en tête que les villes chinoises sont saturées par les voitures, et c'est vrai parce que la courbe de croissance du trafic automobile est absolument très, très, très impressionnante, mais en quantité globale, le Grand Paris est une ville beaucoup plus dépendante de la voiture que le Grand Shanghai, comme le montrent les graphiques qui sont vers le haut, avec une pratique de la marche à pied qui est, à l'échelle du Grand Shanghai, qui est très, 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 très révélatrice. Voilà. On aurait pu se poser aussi des questions, alors c'est les deux images qui sont en dessous, des questions un petit peu de la forme ou de l'espace qu'on doit considérer quand on parle de marche à pied. C'est ce petit parallèle qui n'a encore une fois pas beaucoup de sens, sinon de se poser des questions de deux façons de pratiquer l'espace. D'un côté, c'est la place de la République qui a été réaménagée l'an dernier et dont, je pense que je ne suis pas le seul à avoir fait cette expérience, on a pu avoir une pratique statique. C'est-à-dire que, donc là, c'est une image de la plus grande marche qui a eu lieu, la plus grande marche de l'histoire de France qui a eu lieu dans les rues de Paris, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques mois, le 11 janvier, et effectivement faire l'expérience d'être pendant 3 heures d'affilée, debout, immobile, sur le même pavé de la place de la République, comme ça apporte moi m'a apporté une réflexion un petit peu tangible sur un petit peu la matérialité de cet espace public et effectivement sur la capacité du détail ou la capacité des petites choses, du bord de trottoir, etc., à conditionner une expérience et une pratique. À l'inverse, c'est une image pareil pour réfléchir ensemble sur ce que peut être la marche à pied et de se poser des questions sur la spécialisation croissante qu'on sent un petit peu dans les villes et encore une fois dans les métropoles mondiales, on pourrait parler de Shanghai ou de Paris, avec cette image, alors c'est pas à Shanghai, c'est à Chongqing, effectivement d'une municipalité qui se pose la question d'introduire des couloirs de marche à pied pour les gens qui marchent avec un smartphone, parce qu'ils sont très dangereux, ils rentrent dans les gens, etc. Ils vont à une autre vitesse, etc. Donc généralisation, partage de l'espace ou spécialisation à l'extrême. Voilà, on aurait pu se poser ces questions-là.
Ce qui n'est pas complètement ce qu'on a fait. Alors, tac. Ce qu'on a essayé de faire, c'est un peu davantage, et c'est y compris, on va parler des conclusions provisoires de ce travail, de cette synthèse qui est en cours. Cette synthèse qui est en cours dit des choses, par contre, sur la pratique culturelle, qu'est-ce que ça veut dire que marcher, comment marche-t-on. Et alors, c'est ces deux images, ces deux films que j'ai trouvés sur Internet ce matin, pour tout vous dire. Un qui raconte une rue de Paris, donc c'est le quartier de la place Saint-Michel, et puis des gens qui sont amusés à parcourir, donc il y a ces vidéos, voilà, quelques minutes d'une pratique de l'espace de Tchoucharui, on va en reparler tout à l'heure. Effectivement, pour se rappeler ensemble qu'effectivement une pratique aussi simple que la marche, c'est une pratique qui est culturellement ancrée. Et j'en veux pour preuve une petite histoire. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup amusé. C'est de lire dans la presse spécialisée, ça devait être un magazine qu'on trouve dans les gares, un magazine de gare. Et il y avait une interview de l'actrice américaine Scarlett Johansson. Vous voyez, Scarlett Johansson, et qui racontait son expérience de parisienne, parce qu'elle a acheté un appartement à Paris, voilà, et qui disait que ce qui était très difficile pour elle, étant new-yorkaise, et connaissant les rues de New York, et connaissant le rythme de New York et les pratiques de la marche à pied, elle disait, je suis arrivée à Paris, ce qui est terrible, les gens ne savent pas marcher. Les gens ne savent pas marcher à Paris. Les gens se poussent, et les gens ne savent pas mettre à distance comme ça. Donc, moi, je pense qu'on sait marcher à Paris. C'est pas ça. Mais pour vous dire qu'une pratique aussi simple que ça est culturellement ancrée et qu'effectivement, elle est en relation avec beaucoup d'autres choses. On va passer à l'image après. Voilà. Effectivement, alors, pratique de la marche à pied, pratique de croisement des échelles. Alors, on avait c'était un petit peu l'intuition qu'on a eue en imaginant avec l'Observatoire ces rencontres et ce processus. On n'est pas les seuls à penser ça, on n'est pas les seuls à imaginer ça. Effectivement, la pratique de la marche en agglomération, des marches urbaines, c'est une pratique ancienne. Et il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ça et qui ont vocation à réintroduire cette pratique. Alors, deux exemples, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres parce que c'est quelque chose qui existe beaucoup en Île-de-France. L'association des promenades urbaines, qui définit assez bien l'ambition de ce que peut être cette pratique en disant que en parlant de grandes coupes mobiles dans le territoire, de dire la ville en même temps qu'on la parcourt, et d'avoir une pratique qui convoque tout à la fois l'histoire, la géographie, le paysage, l'urbanisme, l'histoire de l'architecture, mais aussi les pratiques et les usages et les imaginaires, effectivement. Ouais. Effectivement, en croisant ces dimensions-là. Et puis, une autre aventure, qui est l'aventure qui est autour du collectif qui est constitué autour de Baptiste Lanaspez, des sentiers métropolitains, avec effectivement comment prendre possession d'un grand territoire qui est Marseille Métropole, et comment fabriquer un parcours réel, un parcours qui franchit comme ça un certain nombre d'obstacles, qui soient des obstacles ou des frontières, qu'elles soient physiques, infrastructurelles ou culturelles, et qui finalement a vertu à mettre en scène un territoire et à quelque part à forcer le regard, y compris localement, sur des gens qui ne veulent pas forcément faire métropole ensemble. Voilà, et effectivement, donc on pratique associative, pratique culturelle, et pratique narrative, ou une pratique littéraire, parce qu'effectivement, je ne vais pas revenir sur ces ouvrages que sans doute vous connaissez, mais qui ont tous vocation à comme ça se saisir de territoire, avec des observateurs qui sont soit des vrais naïfs, soit des faux naïfs, comme ça, se saisir de territoire. Donc Jean Rollin et le boulevard périphérique dans sa partie nord, François Maspero et la ligne A du RER, où effectivement la pratique narrative, parler et raconter sont deux moments qui sont comme ça synchronisés et qui ont vocation à raconter des choses assez pertinentes. Je vous renvoie à chacun de ces trois livres qui sont dans la partie gauche, et deux autres livres qui sont effectivement des choses qui, de mon point de vue, accompagnent et qui fabriquent un contrepoint sans doute nécessaire à la fabrication du Grand Paris, qui sont des pratiques d'arpentage comme ça de la périphérie, via le réel, et avec notamment, ça c'est des publications très très récentes, notamment le dernier, Piétons du Grand Paris, qui est des gens qui se sont lancés comme ça à pratiquer le futur Grand 8, le futur métro programmé dans les dizaines d'années qui viennent. Voilà, donc c'était un petit peu ces questions qu'on s'était posées en amont.
Et ces éléments qu'on avait en tête quand on a imaginé le cycle de rencontres de Shanghai en 2014 et le principe du séminaire en marchant. Voilà. Et la question, ça a été de se poser effectivement sur ce très grand territoire qui représente la moitié de l'Île-de-France. Il y avait des questions techniques, de la taille de ce territoire, des grandes coupes mobiles. Effectivement, on en aurait rêvé, mais on aurait peut-être eu une difficulté à trouver les participants qui étaient prêts à parcourir avec nous 40 km du territoire de Shanghai. Mais donc il y avait tout un tas de logistique à imaginer. Et il y a une fixation qui s'est faite sur le district de Tsurhui. Il faut faire comme ça. Voilà. Une fixation qui s'est faite sur le district de Tsurhui avec effectivement, c'est une histoire de jeu d'acteur. Effectivement, le rôle de Shaoyang a été déterminant pour le choix de cet arrondissement. Mais il y avait aussi l'espèce d'intuition, et qui était sans doute celle de Françoise, de se dire que l'arrondissement de Tsurhui possédait comme ça une capacité à réunir un certain nombre de problématiques chinoises, shanghaïennes, voilà, par cercles successifs, et qu'on avait vocation à parler de l'ultra-local, donc on va vous parler d'un arrondissement, mais qu'on avait vocation comme ça à toucher du doigt plus grand, se poser des questions sur la ville constituée de Shanghai, même sur le Grand Shanghai, ou sur le delta du Yangtze, ou voire même se poser des questions transversales chinoises. Et cette petite intuition a été un peu confirmée par le professeur Juan Izan, qui, lors de la journée de restitution, le 16 juillet, nous a dit « L'arrondissement de Tsurhui est une miniature de la Chine ». Donc on était rassurés sur cette intuition-là. Alors, il y a un certain nombre de graphiques, y compris c'est un travail qui est en cours. C'est un travail qui est en cours, donc il y a un projet d'une petite publication qui devrait sortir d'ici à cet été. Et ce travail en cours, c'est un travail de cartographie, de représentation, de représenter comme ça ces espaces, de mesure, d'arpentage, qui est fait un petit peu a posteriori, et une façon de raconter l'arrondissement. Alors de le raconter avec une entrée qui peut être effectivement des éléments, cette somme de points, comme ça, des éléments révélateurs, que ce soit des bâtiments, des bâtiments génériques ou des bâtiments spécifiques, plutôt des monuments ou des opérations, etc. Donc de raconter un certain nombre de points, et puis de raconter aussi des parcours. Donc c'est le collier, c'est les perles. Donc on raconte les perles, et puis on va aussi raconter le fil, la trame. Juste pour vous raconter un peu les premières conclusions et ce qui est un petit peu issu de ces parcours croisés, de cette quarantaine ou cinquantaine de regards, un petit peu nouveaux ou pas, ou en tout cas extrêmement frais, qui ont été apportés sur ces arrondissements. Effectivement, le regard sur Tsurhui, c'est la compréhension de ce quartier comme une ancienne extrémité, l'ancienne extrémité de l'avenue Pétain, qui était comme ça le confin de la concession française, qui, par le fait de la programmation d'ensembles commerciaux assez importants, et puis par un nœud d'interconnexion du métro, devient une polarité, un petit Times Square, comme ça, extrêmement bruyant et très ludique et très festif, un lieu de juxtaposition, de collage, où effectivement une grande intensité urbaine, vraiment très très importante, s'agglomère avec une partie du patrimoine de Shanghai. Donc c'est comment un centre commercial rencontre une cathédrale. Et comment Notre-Dame de Paris, et si on fait une métaphore qui n'a pas lieu d'être, mais comment Notre-Dame de Paris pourrait trouver son parvis installé sur Times Square à New York. C'est un peu cette juxtaposition, ce collage. Et cette phrase, alors c'est un petit verbatim, c'est des choses qui sont en cours, mais c'est des choses qu'on a entendues, qui nous ont amusés. Ici, il n'y a que des horreurs, mais le fait qu'elles soient ensemble est magique. Voilà, qui était un petit peu le ressenti de cette équipe. Une image du carrefour tel qu'il était, une image du carrefour tel qu'il est aujourd'hui. Donc il y a à peine 30 ou 40 ans entre ces deux images, ce qui est relativement court quand même. Je ne vais pas vous parler des parcours réels, on ne va pas se plaindre, c'était une aventure formidable, il a beaucoup plu, c'était très difficile, on avait des sacs à dos et des chaussures mouillées, mais mis à part ça, c'était extrêmement intéressant. Et donc, un premier parcours avec une première approche, presque une première attitude par rapport à ces parcours, c'est la prise en compte de la juxtaposition. Et notamment, c'est un groupe qui a essayé de mettre à jour un certain nombre de mots-clés qui avaient vocation à raconter cet espace. Je passe les images un peu rapidement. Un second parcours qui agglomérait deux sites, qui était un parcours
était qui apportait une autre entrée, qui était une façon de raconter effectivement et qui touchait peut-être un peu au cœur du sujet sur la pratique urbaine. C'est des, en l'occurrence, Cao Ruijing et la Gare du Sud sont, alors c'est ce qu'on voit un petit peu ici, si je trouve le pointeur, là, ouais. Effectivement, un quartier industriel qui est en train de muter tranquillement en quartier de bureaux avec plusieurs opérations, dont une opération de Jacques Ferrier assez intéressante. Donc c'est cette problématique-là. Et puis la problématique de la Grande Gare du Sud, qui était une gare très, très importante, effectivement fait par la REP, enfin, plutôt bien réalisée, assez intéressante. Et une gare qui est en train de changer de fonction parce qu'il y a un nouveau hub qui a été constitué et que le réseau chinois, à partir de 2007, s'est doublé d'un réseau de trains à grande vitesse et que les trains à grande vitesse sont installés ailleurs dans Shanghai. Et donc cette gare a vocation à changer de statut. Mais effectivement, on touche de près des opérations, et ça fait le lien effectivement avec ce qu'on s'est dit au début, extrêmement sectorisées, un petit peu bulles, un petit peu fermées, un petit peu spécialisées, avec des grandes machines techniques qui ont, par leurs installations, c'est ce qu'a effectivement mis à jour ce groupe, avec leur système technique qui mettent à distance. Donc on a effectivement une gare machine, une gare objet technique qui met à distance les quartiers qui sont autour. Et effectivement des opérations immobilières. Alors pour pas être trop corrosif ou trop contempteur de ces opérations, effectivement elles étaient en chantier, donc il faut que la vie s'installe, etc. Il faut laisser un peu de temps à ces opérations pour vraiment vivre et s'accrocher du point de vue des pratiques ou de leur fonctionnement avec les quartiers qui sont autour d'elles. Mais malgré tout, des opérations un peu solidaires, un peu closes, comme on en voit souvent effectivement dans les villes chinoises. Donc on était vraiment dans le générique. On va parler de choses plus spécifiques, mais on était dans des opérations un peu génériques avec effectivement cette grande trame routière, de longue avenue extrêmement peu animée, et puis des programmes très intériorisés comme ça. Donc un regard issu des regards du groupe qui se posait la question sur ces opérations bulles, voilà, sur ces opérations un petit peu autonomes. Effectivement, l'avant-dernier parcours, je vais être rapide, l'avant-dernier parcours qui touchait qui était organisé par Françoise directement et qui était effectivement dans la concession, dans la partie de la concession française. Et qui était un parcours qui s'est raconté d'une façon très intéressante, qui était un parcours assez narratif dans sa restitution, et qui était une espèce de grande enquête sur la stratification et effectivement un espèce de regard comme ça sur les couches qu'on accepte ou les couches qu'on rejette, sur les couches de l'histoire et cette ville stratifiée, et effectivement une partie de l'agglomération où on peut lire, pour peu qu'on soit informé, pour peu qu'on dispose de certains documents, où on peut lire effectivement les couches agricoles, les couches hydrologiques qui sont encore présentes dans les traces de cette ville, et puis les différentes couches de vie agglomérée comme ça, et une partie de ville stratifiée telle qu'on peut la connaître à Paris, effectivement. Et c'était aussi l'occasion de poser des questions sur la place de ce patrimoine à Shanghai. Encore une fois, je parle à la place du groupe, mais de se dire que à Shanghai, peut-être plus qu'ailleurs, le patrimoine n'est pas un objet gelé. C'est vraiment un patrimoine qui est un outil, qui est le support de transformation, le support de rencontre, et effectivement des quartiers qui sont en train et à la fois d'être conservés, qui possèdent des îlots dans lesquels il y a des parties de population qui sont fixées, c'est plutôt intéressant. Et en même temps qui se gentrifie tranquillement, donc une espèce de mélange qui se fait avec des conflits d'usage, etc. Mais une partie de ville extrêmement vivante et avec des enjeux qui sont ceux encore une fois de la stratification. Voilà, quelques verbatims. Je reviens pas là-dessus, mais c'est un petit peu des pages extraites du projet de publication qui est en cours. Et un regard effectivement sur ce patrimoine, mais qui peut être aussi le patrimoine bâti ou le patrimoine végétal de Shanghai, ou effectivement le patrimoine en termes de pratique. Effectivement, quelques images, quelques dessins fabriqués il était cité dans le site par Marc Verdier, qui est un enseignant de l'architecture de Nancy, qui a fabriqué un certain nombre de croquis assez intéressants qui seront dans la publication. Voilà. Et le dernier parcours, qui est le parcours
qui est le parcours effectivement du bord de fleuve, c'est-à-dire de comment l'arrondissement de Tsuruy réinvestit le bord du Huangpu en offrant un lieu de promenade, un lieu de pratique au bord du fleuve, avec une collection d'architecture extrêmement savante. C'est l'image que vous avez vue, on va la revoir après, c'est l'image que vous avez vue du musée. On est sur un parcours qui est assez grand, qui fait presque 8 km le long du fleuve, qui est l'ouest du Bund, ou le sud, qui est l'ouest du Bund. Le Bund est un peu plus haut, et qui est un grand espace comme ça, qui a été le lieu de développement d'une biennale d'architecture il y a 2 ans. Où subsistent beaucoup de bâtiments extrêmement intéressants et qui ont vocation comme ça à installer Shanghai sur la carte des villes culturelles avec un croisement d'investissements publics et privés et des questions qui ont été posées effectivement sur cette grande épine dorsale extrêmement qualitative, extrêmement savante, avec effectivement une grande flânerie post-industrielle qui est organisée, avec du patrimoine industriel qui est conservé, de nouveaux objets d'architecture qui sont installés, et une grande épine dorsale un peu solitaire. Alors un peu solitaire le jour où elle a été visitée, c'est un lieu qui est quand même très pratiqué à l'échelle de Shanghai, mais un peu solitaire parce que derrière cette promenade, il y a des grandes palissades et il y a d'autres projets qui sont à venir. Et effectivement, aujourd'hui, une grande promenade presque un petit peu indolente, et qui peut devenir tout autre chose dans quelques années avec de nouveaux programmes qui l'aborderont. Voilà, et juste pour finir, d'enfoncer le clou et de parcourir les quelques thèmes qui sont un petit peu les dimensions transversales de ce travail-là. De notre point de vue, alors je dis notre point de vue, c'est aussi bien avec Catherine qu'avec Françoise, l'Observatoire ou moi, et effectivement, 5 thématiques, 5 interrogations, mais qui sont des problématiques partagées. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont posées à la ville de Shanghai, mais qu'on se pose relativement tous les jours dans le cadre du Grand Paris. C'est un type de questions et qui sont un peu récurrentes. Alors c'est une façon de ranger un peu les idées et de ranger un petit peu les avis et les impressions de chacun que cette synthèse rassemble. Mais effectivement, la continuité-discontinuité, la vertu de l'aller voir, de la pratique physique du territoire, s'intéresser aux problématiques de transition, de juxtaposition des espaces urbains, la question du sol et du hors-sol, à savoir que à Shanghai, tout procède du sol, parce que l'hydrologie est tellement importante, tellement fondatrice pour la ville, qu'effectivement tout est en relation avec le sol. Et en même temps, alors on a vu dans le film, on voit effectivement ce qui a beaucoup marché les gens, l'agriculture hydroponique, c'est-à-dire comment je m'extrais du sol, effectivement, et comment la ville se stratifie en hauteur, et comment on peut parfois oublier ce rapport au sol. L'ouvert, le fermé, qui pose la question de la sectorisation, de l'émiettement urbain. Et encore une fois, on est sur des problématiques très partagées, parce que c'est des problématiques qu'on retrouve dans les périphéries des villes françaises, évidemment. La question de la ville plastique, la question des couleurs de Shanghai, l'espèce de redécouverte qu'on peut faire tout à chacun quand on est parti longtemps de Paris et qu'on revient à Paris et qu'on redécouvre que Paris est une ville beige, qui est une ville minérale, qui est une ville de pierre, et qu'on retrouve comme ça ces couleurs parce qu'on peut les oublier quand on y habite. Et effectivement, cette somme, la somme des regards qui ont été constitués disent des choses sur les couleurs, les goûts, les textures, ce qu'est Shanghai du point de vue de sa matérialité. Et enfin, et j'ai fini, effectivement, toutes les problématiques du temps et du patrimoine et sa vocation à organiser effectivement l'espace et la problématique du temps. Merci. Merci Rémi. Je sais que c'est très difficile de résumer en quelques minutes tout ce qu'on a pu vivre en 4 jours. Shaoyang, vous avez été présenté par Françoise Gède suffisamment bien, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est vous en tant que co-organisatrice du séminaire, en tant que professeur et ayant travaillé aussi à l'arrondissement de Tsuruy. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles étaient vos attentes au départ, quelles sont finalement les découvertes éventuelles que vous avez pu faire, quel était l'intérêt aussi de l'arrondissement de participer à ce séminaire en marchant, et quels sont peut-être les points forts que vous retenez. Oui, bonjour. Oui, comme mon rôle l'année dernière, c'était un peu compliqué. Comme le professeur et aussi le vice-directrice du bureau, c'est-à-dire je
j'avais deux visions peut-être. Tout à l'heure, j'ai raconté, comment dire, expliqué pourquoi on a choisi l'arrondissement de Xuhui pour le séminaire marchand. Et maintenant, peut-être que je peux complémenter un petit peu pour expliquer pourquoi on avait choisi les 5 sites. Parce que les 5 sites pour l'arrondissement de Xuhui, c'est les sites peut-être plus importants et aussi maintenant en face des, comment dire, les problématiques très typiques de la ville de Shanghai. C'est pour ça qu'on va essayer de le visiter, de l'observer, et puis discuter, etc. Et pour bien évaluer la réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas satisfaire, c'est bon ou c'est pas bien, etc. On va essayer de trouver les choses, comment dire, pour comment améliorer les conditions actuelles. Peut-être on peut dire comme ça. Hein. Bon, peut-être que je n'ai pas dans le même l'ordre que Rémi, mais c'est pas grave. Pour le Xujiahui, vous connaissez bien, c'est un site historique parce que c'était le Tushanwan. C'était le premier lieu que les Français qui s'installaient à l'époque, voilà. Et puis, je pense, là, on peut trouver beaucoup des monuments, par exemple la cathédrale, etc. Et aussi, on peut trouver beaucoup de bâtiments contemporains, parce que ce quartier était très développé depuis 1980, des années 80. Et après les 30 ans d'exploitation, maintenant les bâtiments, tous les bâtiments sont déjà comme les symboles de Xujiahui. C'est pas seulement la cathédrale, mais aussi les bâtiments qui, par exemple, le bourg de Chou, Meilo, la cité de Meilo. Oui, ça c'est justement comme un symbole du Xujiahui. Mais en fait, on peut trouver on peut trouver la continuité des bâtiments de différentes époques là. Mais le problématique de ce quartier, je pense que la majorité, il y a deux. C'est le premier, parce que c'est un quartier commercial. C'est sous-centre de la ville de Shanghai. Mais maintenant, c'est en face menacé par le e-commerce en Chine. Ouais, ça c'est très. Maintenant, c'est de plus en plus important, oui, en Chine. Oui, Alibaba et Taobao, etc., etc. C'est-à-dire la fonction de ce quartier, c'était le symbole de commerce de la ville de Shanghai, et maintenant, c'est commencé de dégrader. C'est pour ça qu'on choisit ce quartier. Ça, c'est un problème très, comment dire, actuel. actuel. Et la proportion justement de la baisse de ce commerce, ça représente quoi ? Parce qu'on a entendu des chiffres qui étaient très très importants. On nous a dit... C'est à peu près, comment dire, moitié. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens. Par exemple, il y a un magasin qui eBay. Oui, c'est fermé. Ah non, les gars. C'est un centre commercial de Shanghai qui s'appelle le premier centre commercial de Shanghai. C'est eBay. Oui, c'est-à-dire, je pense que oui, les jeunes personnes, ils aiment bien d'acheter des choses par Internet. Oui. Ça, c'est un vrai problème pour ce quartier. Et l'autre, c'est bien sûr, c'est un centre
il y a beaucoup de problèmes de transport, etc. Et aussi, on a beaucoup de monuments historiques, mais cachés dans les bâtiments contemporains. Bon, c'est pour ça, c'est un quartier, je pense, que très intéressant pour faire l'analyse. Et aussi, pourquoi on a demandé, l'autorité de Churé, l'arrondissement de Churé, a demandé l'agence Jacques Ferrier de faire un projet pour les piétons, la piétonne aérienne, parce qu'il voudrait essayer de créer une nouvelle vision ou, comment dire, donner une nouvelle expérience pour les clients, etc. Bon, c'est toujours l'essai d'améliorer les conditions actuelles. Ça, c'est le premier quartier qui s'appelle Xujiahui. Et aussi comment traiter résoudre le problème du transport et comment dire, mise en valeur les bâtiments historiques, etc. Pour créant les espaces publics pour faire la liaison entre les uns et les autres. Ça, c'est le premier quartier. Et le deuxième quartier, c'est sur la gare du Sud et la gare du Sud et le Caohejing. La gare du Sud, c'est un centre du transport à l'époque, peut-être une dizaine avant. Mais maintenant, à cause de la construction de nouveaux centres du transport de Hongqiao Harbor. Harbor, oui. Maintenant, le rôle de la gare du Sud, c'est un peu aussi, comment dire, moins important. Oui, moins important. Et ça, c'est aussi problématique. Et l'autre question, c'est comment faire la liaison entre la gare, parce que cette gare, c'est un bâtiment très, avec une identité très forte, mais et aussi avec le système du transport isolé. Mais comment faire la liaison entre la gare et les quartiers voisins? Ça, c'est aussi le problème. Parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain dans le centre-ville. Et comment redévelopper et comment ajouter les nouvelles fonctions, etc., entre la gare et la ville. C'est utiliser les terrains. Bon, et le Caohejing aussi. Caohejing, c'est la première zone d'exploitation au niveau national. Et maintenant, le grand site industriel est déjà déplacé dans le banlieue, etc. Et comment refaire ou retrouver le rôle, retrouver la fonction de ce quartier. Et le premier tour de rénovation qui a été fait par plusieurs architectes internationaux, il a aussi démolir les bâtiments du premier tour. Et puis, pour reconstruire les bâtiments, vous avez vu. Mais peut-être on peut critiquer aussi si c'est bien ou pas, si on peut garder un certain nombre de bâtiments déjà existants ou comment dire, s'il y a d'autres solutions. Bon. Et est-ce que vous pensez que ce séminaire et la restitution que nous avons eue sur place a permis aussi peut-être d'évoquer, enfin avec les remarques des différents participants français et chinois vis-à-vis du bureau d'urbanisme de l'arrondissement? Est-ce que ça a permis d'une certaine façon une discussion en interne? Oui, c'est ça. Oui. Donc, le premier jour, le directeur du bureau d'urbanisme a déjà présenté les informations générales du Churé ou aussi les problématiques des 5 sites. Et après, chaque groupe visitait sur le terrain,
c'est pour ça le séminaire en marchant et discuter avec le promoteur, avec les autorités locaux et avec les habitants, etc., les différents partenariats. Et puis, beaucoup de discussions entre eux. Ouais. Et à la fin, on a aussi organisé un séminaire ou débat entre les habitants, l'autorité locale et chaque groupe. Voilà, ça c'est le dernier jour. Et depuis cette restitution, est-ce que vous avez eu justement des retours de l'arrondissement sur peut-être les conséquences de cette participation, de ce séminaire en marchant? Oui, désolée. Oui, je pense que pendant la discussion, je pense qu'il y a beaucoup des idées échangées. Et oui, c'est ça. Par exemple, on parlait comment dire, Xujiahui, et critiquait beaucoup parce que le groupe de Xujiahui de ce quartier analyse les systèmes de monuments, des éléments patrimoniaux et analyse les systèmes de transport, etc., etc. Et comment bien intégrer tous les éléments. Ça, il a donné beaucoup de propositions. Ça, c'est, je pense, une discussion très, très intéressante. Ouais. Et en fait, chaque quartier, ils a son propre, comment dire, problématique. Pour le quartier historique aussi, ou l'ancienne concession française aussi, parce qu'il y a des habitants lignants, etc. Oui, il y a des problèmes aussi. Et parce qu'il y a encore plusieurs quartiers à renouveler. Et bon, c'est pour ça, je pense qu'on a bien choisi les 5 sites. C'est très, très typique. C'est pour ça, je pense que pour nous, pour l'arrondissement de Xuhui, c'est pas seulement pour le quartier historique. C'est pour l'ensemble. Oui, pour l'ensemble. Et comment intégrer l'idée historique, culturelle, sociale, écologique, etc., dans tous les territoires. Ça, c'est l'idée, je pense, que très importante pour l'arrondissement de Xuhui. Merci. Merci à vous. Donc maintenant, je vais me tourner vers Liu Ning, qui est architecte urbaniste chinoise, qui est diplômée également de l'INSA grâce au programme présidentiel franco-chinois 150 architectes chinois en France. Elle est associée de l'agence Building for Climate, dont vous voyez l'affiche tout de suite, qui est basée à Paris. Elle est également titulaire d'un doctorat en architecture et sciences de la ville, soutenu à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc elle va nous apporter un regard de Candide qui n'était pas dans notre séminaire, mais pas totalement Candide puisqu'elle connaît très bien Shanghai et qu'elle y travaille très régulièrement. Et que dans son agence, il y a à la fois la culture française et la culture chinoise. Et donc ces deux cultures et ces deux visions s'enrichissent. Donc Liu Ning, votre réaction par rapport à ce qui vient d'être présenté. Merci. Alors, quand Françoise, qui est partie, qui m'a demandé de réfléchir à ce rôle de Candide, j'ai dit que pour moi, j'ai grandi à Nankin, j'ai connu Shanghai depuis l'âge de 4 ans, donc ça fait 30 ans où je vais chaque année. Plusieurs fois. Quand j'étais petite, c'était pour les vacances. Maintenant, après, c'est pour les études à Tongji. Et ensuite, maintenant, c'est pour le travail. Donc, ça fait 30 ans que je visite régulièrement cette ville. Et c'est ainsi que je voudrais apporter un regard qui est dans la pratique urbaine du réel. Pourquoi du réel? Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai été en Suisse, il y a un festival de documentaires qui s'appelle La Vision du réel. Ce sont des documentaristes qui viennent du monde entier
entier qui décrivent leur ville. Notamment, il y a une équipe chinoise qui a fait une intervention excellente. Et la pratique urbaine du Riel, c'est celle qui s'intéresse à la ville et ses habitants. Comme disait Bruno tout à l'heure, la ville des générations, la ville des ressources. Je pense que c'est aussi la ville, c'est un endroit où se réunit plein de cultures, et c'est ça qui nous intéresse dans Shanghai. J'essaye de faire marcher très vite, ça marche pas. Alors, pour passer très vite, en essayant de marcher le bouton, nous sommes une équipe de 5-6 personnes qui sont en gros des copains que j'ai rencontrés à l'école d'architecture il y a une dizaine d'années grâce à cette bourse 150 architectes chinois en France. Sauf que par rapport à mes collègues, je suis restée, je me suis associée avec eux, et aujourd'hui nous avons une commande à Shanghai qui est une étude urbaine. Elle est peut-être pas comme toutes les autres, parce que ça fait presque 10 ans maintenant qu'on travaille avec le maître d'ouvrage, qui est l'arrondissement d'à côté de Xuhui, qui s'appelle Putuo. C'est un énorme territoire avec une diversité de tissus et d'histoires. Et aujourd'hui, on est dans une phase d'étude parce que l'arrondissement de Putuo a eu beaucoup de travaux de fait sur la planification urbaine. Et depuis la fin de l'année dernière, Shanghai a sorti sa nouvelle stratégie directive sur 2040, à limiter l'usage du foncier pour la nouvelle urbanisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment introduire une nouvelle pratique urbaine qui, elle, consiste plutôt, comme disait Xiaoyong, à revaloriser ce qu'on a à Shanghai, plutôt que de faire table rase et de rêver des projets grandioses sur une feuille de papier blanc, comme disait Koulas pour son expérimentation en Chine. Donc, dans cet arrondissement, il y a une strate historique qui est non négligeable. C'est un des temples les plus vieux de la région de Shanghai qui est resté, qui a été reconstruit, je crois, grâce à un professeur de Tongji qui était dans le patrimoine autour des années 80-90. Donc, notamment professeur Ranisen, voilà, ça c'est son œuvre, qui a réussi à garder l'âme de ce petit quartier historique qui est construit sur son cours d'eau. Nous avons sûrement l'image de Shanghai avec plein de monde dans son centre de commerce, mais nous avons aussi l'image de Shanghai, pour moi, moitié shanghaïenne, d'espace de contemplation, d'espace de tranquillité, qui est l'âme de la ville. Nous avons aussi, à Shanghai, des énormes halles de marché qui permettent d'approvisionner toute la ville en nourriture. Par exemple, ce marché qui est en fruits de mer, elle approvisionne toute la ville. C'est vraiment un haut lieu de gastronomie pour la ville. Nous avons aussi des territoires qui sont en transition, qui restent vides pendant quelques années, où il y a des actions spontanées qui sont passées pour faire de l'agriculture urbaine. Nous avons des migrants qui sont encore là et qui habitent dans les maisons au port des canaux, qui sont dans leur monde, dans leur hutte, mais qui représentent aussi une certaine urbanité du réel de cette ville. Ainsi, nous avons proposé à l'équipe du bureau d'urbanisme de faire des workshops avec nous. Je crois que pendant une semaine, nous avons arpenté l'arrondissement, nous avons arpenté l'ensemble du territoire, et nous avons découvert ensemble la diversité de ce pan de la ville qui est à l'ouest de Shanghai, et de son patrimoine aussi industriel, parce que quand on parle du patrimoine, il n'y a pas seulement le routon, mais il y a aussi le passé industriel, les halles de stockage, les usines qui sont désaffectées, mais qui sont d'une architecture, à notre sens, remarquable. Nous avons cette dimension de la rue qui, certes, est délabrée, mais combien les gens sont heureux de vivre dans la rue et de garder cet enracinement au sol. Et puis, nous devons aussi dialoguer avec ce qui est en train de se construire, parce que la ville est riche. Elle est riche de plusieurs typologies, plusieurs spatialités, à mon sens. Donc, comment construire une ville en face d'une pensée plutôt rationaliste, plutôt corbusienne, de grands ensembles, de grandes tours, qui ont très peu d'ancrage au sol. C'est toutes les questions qu'on se pose. Donc, nous avons, dans cette commande
assez particulière, passé presque un an à l'étude des différentes ambiances urbaines que nous avons dans ce quartier aujourd'hui. Quand je regarde cette phase, je trouve que c'est une base formidable pour refaire un master plan, pour réfléchir dans cette stratégie de Shanghai, de préserver ce qui existe, d'améliorer l'existant et d'introduire du nouveau. Et surtout, regardez, contrairement à l'idée reçue, voilà une autre idée reçue, nous avons des espaces verts à Shanghai. Il faudrait réfléchir comment faire vivre cet espace vert avec le quartier qui est en mutation, qui est à côté, avec le temple qui est un monument historique. Je crois que c'est ça la poursuite de nos travaux. Et donc, ce sera un grand plaisir, je crois, de voir professeur Chorion dans le jury. Je crois qu'il y aura un jury au mois d'octobre pour une première esquisse de master plan que nous allons faire, enfin, que nous sommes en train de développer. Merci. En dernier de cette table ronde, je vais donner la parole à André Durbeck, qui est docteur ingénieur dans le domaine de l'eau et de l'environnement, et qui, après 10 ans de recherche, a rejoint le groupe Burgeap, et qui est une société d'ingénierie indépendante de l'environnement et de l'aide publique au développement. Donc après y avoir occupé plusieurs fonctions, il est actuellement en charge de la stratégie de développement du groupe. Il est par ailleurs membre cofondateur du MO, Union de maîtrise d'œuvre française pour l'Archine. Donc André Durbeck va être aussi un autre candide qui n'était pas au séminaire, mais qui travaille très régulièrement en Chine. Et ce qui nous intéressait, c'est d'avoir son point de vue dans toute sa pratique et son expérience d'assistance à maîtrise d'ouvrage en Chine par rapport à tout ce qui a été exposé. Est-ce que ces pratiques sont des choses que vous connaissez? Est-ce que vous les pratiquez? Et comment, à votre niveau, vous initiez de nouvelles pratiques? Merci. Merci. Je pense que tout le monde est peut-être un peu fatigué, donc je vais essayer de faire efficace, comme nos amis chinois qui sont très efficaces. D'abord, pour moi, la ville, et quand on marche dans la ville, on traverse une zone de turbulence qui cherche en permanence un équilibre, une stabilité, et qui se déséquilibre dès qu'elle a cru trouver une certaine stabilité. Et cette turbulence, elle vient de la confrontation permanente de zones de conflit ou de conflits d'intérêts entre le politique, l'entrepreneur, l'académique, le citoyen, le commerçant, etc. Et donc on est en perpétuelle recherche de compromis. Et marcher dans la ville, ça se réapprend, bon, ça se pratiquait, mais ça se réapprend. Et je vous cite une anecdote d'aujourd'hui, de ce matin. J'habite ici les Moulineaux, je sors de ma maison et je croise mon voisin qui me dit « Tiens, tu prends le T2 avec moi ?» Je lui dis « Non, je vais à la porte de Saint-Cloud. » Il me dit « Ben oui, tu prends le T2, puis après tu prends le 289, puis après tu traverses. » Je lui dis « Non, mais je traverse l'île Saint-Germain et à pied, il y en a pour 3 minutes. » « Ah bon, j'avais jamais remarqué, me dit-il. Bon. Exemple. Alors, j'ai dit que j'allais vite, donc je respecte mon axiome de base. Je réagis d'abord à ce qui a été dit dans la première table ronde, et j'ai pris des notes en candide. D'abord, ce qu'Alexandre disait sur il a appelé ça le rouleau compresseur des instituts de conception. Alors, effectivement, quelle est la place du maître d'œuvre international, et en l'occurrence français, dans la maîtrise d'œuvre de l'urbanisme durable chinois? Cette place, il faut l'acquérir, je crois, avec beaucoup de modestie et de patience. Et si on regarde le cycle d'un projet urbain en Chine, on va avoir la commission à l'échelle de la province, la commission de la construction qui va définir, avec l'appui d'un design institute, un premier master plan qui va être, je vais faire simple, fortement recommandé aux municipalités, lesquelles municipalités vont s'appuyer pas nécessairement et même nécessairement pas sur le même institut de conception et de design pour aller plus en détail dans le développement de son propre urbanisme. Et ensuite, on va confier à des aménageurs qui eux-mêmes vont s'appuyer sur des instituts de design. Bon, vous avez compris la mosaïque d'acteurs. Dès le départ, si on n'est pas très en amont dans la conception de ce que doit être le schéma urbain en Chine, on risque, nous qui avons des outils de planification, les outils français sont mondialement réputés, si on n'est pas dès l'amont pour
accompagner une démarche de conception qui soit intégrée, donc pluridisciplinaire, consensuelle, on risque de passer son temps à essayer de faire du raccommodage et à récupérer un certain nombre de, je vais dire entre guillemets d'erreurs, je suis très respectueux de ce que font nos collègues et amis chinois, mais à récupérer un certain nombre d'erreurs parce que conjoncturellement, on a eu un choix qui a été fait en Chine de dire il faut aller vite, il faut construire, et c'est pour ça que les architectes sont payés au mètre carré, parce qu'il faut aller vite, il fallait aller vite, il ne s'agissait pas de tergiverser. Donc une première réaction sur ces rouleaux compresseurs Design Institute, et en fait de ces rouleaux compresseurs, on peut en faire des alliés, et on doit en faire des alliés par des alliances, et des gens ici l'ont parfaitement compris, ils font des accords, des MOU avec tel ou tel Design Institute, et nous aussi dans UMO on le fait, de façon à dépasser la posture de « je copie », ça a été dit aussi, c'est un terme, je crois que c'est Françoise Gène qui a dit, on avait plutôt l'idée de gens qui copiaient, mais il faut passer du stade « je copie » à « j'échange, je comprends mieux, je m'enrichis et je mets en œuvre ». La deuxième chose, c'est Judith qui a insisté sur ce point-là, qui était l'approche micro-locale. Alors pour cette approche micro-locale, qui traduit finalement un certain nombre de décisions politiques, puisque le citoyen vit dans l'environnement qu'on lui a un petit peu construit autour, et il y a mis sa touche modestement. Donc si on veut que l'accroche se fasse entre le bottom et le top, ben, il faut connaître absolument les deux approches. Comprendre ce qui se passe sur le terrain, c'est votre travail de sociologue ou de socio-économiste, et comprendre ce qui fait de la décision politique de s'engager vers tel ou tel schéma urbain. Donc la maîtrise d'œuvre urbaine, elle doit passer son temps, enfin elle doit, c'est en tout cas ma vision, passer son temps à se promener, à pied ou par un autre moyen, entre l'attente du citoyen et ce que peut, ex abrupto, si on parle de la Chine, imposer un master plan. Troisième idée, j'accélère un petit peu, oui, la vision de l'architecte urbaniste. On a dit tout à l'heure que la vision de l'architecte urbaniste, et c'était donc notre collègue d'Architecture Studio, je crois, qui a dit ça, ainsi que Bruno Hubert, qui nous a dit... le métabolisme urbain, il faut faire l'effort de le connaître avec la ville ressource, avec la ville intergénérationnelle, avec la ville recyclée. Je pense que déjà cet énoncé-là, alors il est parti, donc je ne vais pas faire une critique, mais cet énoncé-là est déjà une vision sectorielle. En fait, le métabolisme urbain, il faut l'aborder comme un métabolisme urbain, point. Et surtout ne rien sectoriser et se poser en permanence des questions de logique de flux. Et ces logiques de flux, on les applique à tout ce qui concerne le métabolisme urbain. Alors bien sûr à l'eau, bien sûr aux déchets, bien sûr à l'énergie, bien sûr au flux de personnes, aux circulations de marchandises et à la construction, à l'évolution de la construction, etc. Donc le fait de poser comme ça le problème par secteur, alors c'est sûr que c'est plus facile académiquement de décrire des secteurs et après de faire du transversal, mais pour vraiment changer de posture, il faut rentrer tout de suite dans une approche interdisciplinaire, sans a priori, et donc travailler ensemble, c'est-à-dire mettre autour de la même table, évidemment des architectes et urbanistes, je ne suis pas là pour, surtout dans cette maison, évidemment des architectes urbanistes, mais des ingénieurs, des hydrauliciens, des spécialistes de l'analyse des cycles de vie, de l'économie circulaire, des économistes, etc. Et ça, c'est le mode de travail, encore une fois, que UMO a choisi. Une dernière remarque sur ce qui a été dit ce matin, c'est l'évolution des choses. Il y a eu aussi monsieur qui a fait une remarque à laquelle je souscris totalement, c'est que les choses évoluent très vite sur le plan de la réglementation. La semaine dernière, une loi a été votée à Pékin sur la prise en compte justement de la pollution, enfin du passif environnemental, qui est un peu quelque part une invention de l'ADEME en France, et je salue ici les représentants de l'ADEME international. Ça change à partir du moment où on impose, où on est non seulement directif, mais aussi incitatif. Donc on a aujourd'hui une conjoncture qui nous permet de faire bénéficier nos collègues chinois de cette avance sur ces thèmes d'intégration de toutes les notions de passif environnemental. Un dernier mot. Alors si on veut travailler, enfin ce qu'on a compris nous de la maîtrise d'œuvre de l'urbanisme durable en Chine, c'est une démarche en 5 étapes que je vous propose. La première étape, c'est de faire l'effort de partager la vision, d'essayer de comprendre la vision de ceux qui vont nous demander de les accompagner.
Donc c'est pour ça que vous avez cette image ici, où on est en réunion avec un gouverneur, un maire, enfin un secrétaire général, qui nous explique ce qu'il veut faire de sa ville. Et donc ça prend du temps de comprendre, de l'échange culturel, etc. La deuxième chose, c'est effectivement de marcher, ici on ne marche pas, on est en bateau, mais d'aller sur le terrain et de vivre le temps qu'il faut pour s'imprégner du contexte. Donc ça fait partie de la compréhension du contexte. Troisième étape, c'est la confrontation, c'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse, c'est pas parce qu'on est français et qu'on a une loi sur l'air, une loi sur l'eau, une loi sur les sols, etc., et des outils de planification, qu'on comprend mieux le besoin d'un citoyen chinois, puisqu'on parle de la Chine et de Shanghai. Donc on va confronter notre vision avec des Chinois, avec des design institutes, avec les maires, etc., si possible en même temps, pour essayer de trouver le chemin commun, hein, marcher dans le même sens, sur le même chemin. Une fois qu'on a à peu près compris, ou qu'on a la prétention d'avoir compris, on va voir les concrétisations. Donc ici, c'est en fait à Shenyang, c'est pas Shanghai, mais j'ai des vues aussi de Shanghai. Et on voit ce qui a été réalisé. Et tout de suite, ça ouvre le champ. Moi, quand je vois une image comme ça, et que j'ai travaillé sur la Seine, sur la Garonne, sur le Rhône et sur la Loire, je pense à trois choses évidentes. Un manque de continuité entre la terre et l'eau, et entre la terre et l'eau superficielle, un manque de continuité entre l'eau superficielle et l'eau souterraine, et un manque de diversité, de biodiversité et d'occupation de l'espace. Donc on va travailler sur la notion de génie écologique, dont je me suis aperçu récemment qu'elle était assez peu répandue en Chine, et on a identifié sur ce projet-là notre valeur ajoutée qui, par le génie écologique, pouvait nous amener à parler architecture, pouvait nous amener à parler énergie, et basse énergie, géothermie basse énergie, pouvait nous amener à parler génie climatique, et donc on a conçu un projet de génie écologique intégrant de la diversité architecturale, intégrant l'appel à des matériaux biosourcés, etc. etc. Et avec ces 5 étapes, je pense qu'il n'y en a aucune dont on peut faire l'économie. Avec ces 5 étapes, on arrive à mettre en avant une valeur ajoutée qu'on peut apporter. Et ces bonnes pratiques ont été déclinées dans un cahier de recommandations pour la maîtrise d'œuvre française qui s'intéresse au marché chinois, que l'ADEME devrait diffuser prochainement, qui est en cours de validation, où on a distingué 3 types de recommandations, toujours en déroulant cette étape-là. Mais les premières recommandations sont liées aux spécificités, à la compréhension des spécificités du marché chinois, de l'urbanisme durable. Les deuxièmes, la nécessité d'anticipation, c'est-à-dire se positionner en amont, avoir les bons partenaires, etc., avec des choses très concrètes. Et la troisième catégorie, quelles sont les spécificités du savoir-faire français en matière d'urbanisme durable applicables au marché chinois. Voilà, je vous remercie. Xiaoyong, voulez-vous conclure? Voulez-vous dire quelque chose? Oui. 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 Je peux rester ici. Oui. Ok, merci. Oui. Tout d'abord, grand merci pour cette table ronde. Merci à Catherine. Je pense que c'est une discussion très, très intéressante. En fait, en Chine, maintenant, il y a de plus en plus de séminaires, etc., beaucoup de discussions, beaucoup plus qu'avant. Ouais, ça, c'est une chose, je pense, que très intéressante, très important. Et cet après-midi, j'ai pris beaucoup d'informations. Par exemple, les architectes français, les jeunes architectes, vous avez vécu en Chine et aussi vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup peut-être, peut-être oui, bonne expérience et mauvais, bien sûr. J'ai bien compris, parce que je travaille avec Marlène et aussi j'étais le client d'Olivier. Comme c'est pour ça, c'est le rôle très intéressant. Mais je trouve que vous avez bien trouvé les nouvelles tendances dans ce domaine en Chine. Ça, c'est vraiment, je pense, important. La tendance de plus de négociations,
plus d'analyse, plus de, de travaux jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est pas comme les des années 90, c'est justement donner une image ou une maquette, etc. C'est pour ça maintenant, c'est pas la même façon de travail. Je pense que c'est une très bonne tendance pour la ville de Shanghai. Mais n'oubliez pas, Shanghai, c'est le pionnier de Shanghai en Chine, et Xu Hui est le pionnier de Shanghai. C'est pour ça que vous avez de la chance, beaucoup de chance. Mais en fait, je voudrais encourager Marlène parce qu'elle travaille pour les autres villes chinoises, mais peut-être qu'il y a des différentes conditions. Mais en fait, ça c'est la réalité aussi. C'est pour ça que je voudrais vous saluer. Merci. Et très intéressant les discussions entre les architectes et urbanistes et sociologues, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses à Shanghai très nouvelles. Il y a première chose, c'est l'université de Tongji et aussi à participer à un grand plan pour Shanghai, pour la municipalité de Shanghai. Ça, c'est le master plan de Shanghai pour l'année 2040. 2040. Le principe, c'est que on n'est plus un terrain à extension. Voilà. Oui, extension. Voilà. Et c'est-à-dire tous les redéveloppements, oui, droit dans le centre-ville, droit dans dans l'existant. C'est pour ça que j'ai déjà mentionné que le renouvellement urbain, ce sera le mot-clé dans le futur de la ville de Shanghai. C'est pour Pékin, Shanghai, les grandes villes. Ça, c'est déjà sûr. Et l'université de Tongji travaille beaucoup dans ce sujet. Et moi aussi, je travaille beaucoup. 城市更新, ouais, c'est le... Mais ça, c'est les avantages, et il y a des désavantages. Le désavantage, c'est que si le promoteur voudrait acheter les terrains dans le centre-ville, et s'il justement, démolir les bâtiments existants et pour reconstruire les tours, ça c'est l'autre peut-être comme les rénovations urbaines des années 60 chez vous, ce sera une catastrophe. C'est pour ça l'autre information que j'ai abordée beaucoup aussi, pour renforcer le système de protection du patrimoine. Et justement 2 semaines avant, j'ai un chiffre, c'est-à-dire la présentation par la municipalité de Shanghai. J'ai un chiffre, pour l'extension des quartiers historiques. Et parce qu'à Shanghai, comme Françoise et Rémi, il a déjà présenté qu'on a déjà les 12 quartiers protégés dans le centre-ville. Maintenant, on a essayé d'ajouter 118. Mais ce n'est pas quartier, peut-être que c'est le bloc. Ce n'est pas très grand, mais petit. L'îlot, oui, l'îlot. Mais y compris les Linong, les îlots de Linong, y compris les sites industriels, et y compris aussi les cités d'ouvrières qui étaient construites des années 50, etc. C'est-à-dire qu'il y a plus divers les types de l'îlot qui va être dans la liste de la protection. Sous le parapluie de ce système.
Et aussi, on va essayer d'ajouter à 23 comment dire, street, rues historiques. Et aussi ajouter à 419 bâtiments historiques. Voilà, y compris le bâtiment. Mais ça, ce n'est pas encore décidé. C'est-à-dire, c'est justement sortir pour écouter les comment dire, feedback, retours des et on a beaucoup d'informations sur le portable, WeChat, etc. C'est-à-dire grâce à le new media, tout le monde peut bien comprendre qu'est-ce que se veut, comment dire, la municipalité de Shanghai. Une communication de la municipalité à propos de ce plan c'est ça. Pour 2040. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est les deux choses, je pense que très intéressantes et très nouvelles à Shanghai. On peut imaginer que peut-être il y aura plus de conflits entre la protection et le développement, parce que les terrains sont plus rares. Bon, c'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles approches. C'est pour ça, je pense que vous parlez de l'expérience européenne. C'est une approche, peut-être on peut apprendre plus de négociation, plus d'analyse et plus lente, plus de dialogue, plus de, comment dire, participation publique. Bon, ça c'est, je pense que j'aimerais bien insister et voudrais vous continuer de vous discuter, échanger par rapport à ce séminaire et peut-être les différentes activités suivantes. Merci, grand merci beaucoup. Merci à vous. Merci.